Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Cyril Diabaté, qui est un ancien combattant, un des pionniers d'ailleurs en France du MMA, et qui a aujourd'hui sa propre école de MMA, et qui est un personnage assez intéressant parce qu'il a plusieurs facettes. C'est pas que un combattant, c'est aussi un entrepreneur, mais c'est aussi quelqu'un qui a pas sa langue dans la poche et vous le connaissez peut-être. Notamment, il passe maintenant sur Karaté Bushido et aussi avec Frédéric sur Gong, qui est une très bonne émission que je conseille par ailleurs de regarder parce que c'est assez varié et intéressant. Et Cyril fait partie de la fine équipe avec Daniel Voirin que vous connaissez peut-être. Donc merci Cyril d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bah, merci déjà de l'accueil et de l'invitation. Alors moi, je m'appelle Cyril Diabaté, j'ai 51 ans. Je suis ancien compétiteur dans pas mal de sports de combat différents. J'ai terminé ma carrière à l'UFC, à l'époque où le MMA était encore interdit en France. J'ai été plusieurs fois titré au niveau mondial. J'ai fait la plupart de ma carrière dans la boxe pied-point. Je suis coach aussi de la Snake Team que j'ai créée. C'est une équipe que j'ai créée en 1999, donc il y a 26 ans, euh, qui produit beaucoup de pratiquants loisirs. Alors j'aime bien dire des pratiquants loisirs de haut niveau parce que on a tous, enfin ils ont tous, on essaie en tout cas qu'ils aient tous un très bon niveau martial. Et on a des compétiteurs aussi amateurs et professionnels jusqu'à on a produit des combattants du Pride, de l'UFC, du Bellator, voilà. Donc ça c'est mon côté, ça c'est le côté sportif. Je suis aujourd'hui entrepreneur parce que j'ai une une compagnie qui essaye de faire de l'argent. Pour l'instant, on débute, donc on va faire de l'argent avec le MMA dans le textile, dans plusieurs domaines du MMA, Ok. puisque c'est le sport qui a le vent en poupe en ce moment. Et puis voilà. Ouais, Dans les grands. c'est déjà pas mal, hein, je dirais. C'est déjà pas mal. Alors quand tu dis que tu veux te diversifier un peu dans le textile, dans le Ouais, sportswear. dans le textile, dans le textile, bah, tout ce qui est, enfin, les gros pôles du MMA où on peut faire du business, tu vois, parce Ouais. que bah, j'ai j'ai un gros carnet d'adresses quand même, mine de rien, dans le MMA, dans ce milieu-là. J'ai une réputation, j'ai un nom, donc voilà, donc essayer de faire du business avec ça, ça fait très longtemps que je pratique ce sport. Hmm. Je ne suis pas devenu riche avec ce sport. Bon, maintenant, il s'agit de faire un petit peu d'argent avec, quoi. Ouais, non, mais t'as bien raison. Et en fait, il faut toujours exploiter ce qu'on a autour de soi et réunir le potentiel. Ça, c'est important, hein. Et je pense que moi, moi, je te connais surtout avec Gong. Et maintenant en karaté Bushido, parce que tu fais quand même pas mal de choses maintenant sur karaté Bushido. Et Ouais. notamment, tu as fait un truc sur le BAM, on en parlera après, qui m'avait bien fait rire. Mais c'est bien, t'as un esprit entrepreneur, t'as un esprit entrepreneur et il faut pas lâcher l'affaire quoi. Donc ça c'est bien et tu as un exemple à mon avis hein, je le dis humblement hein, mais pour les jeunes c'est tu dois être un exemple je pense parce que t'es quand même comme tu dis t'as quand même fait pas mal de beaux combats, t'étais quand même un des pionniers hein, un des premiers. T'as fait pas mal de choses. T'as fait du Muay Thai, t'as fait un petit peu de boxe française, du kickboxing et après le MMA à l'époque où justement c'était encore interdit. Donc Ouais. t'as connu ça et en fait toi t'as loupé t'étais trop tôt quoi en fait en réalité. T'étais juste un petit peu trop tôt quoi. Ouais, alors, les gens, c'est vrai que ça, c'est un truc, une notion qui revient tout le temps. J'étais trop tôt, mais pourquoi? Pour devenir Ouais une pour star. gagner de l'argent quoi en gros. Ouais, voilà, effectivement. Mais après, t'as vu, moi, j'étais pas trop tôt pour ce qui est du côté exploration, du Ah côté ouais aventure, ouais du ouais côté ouais aujourd'hui.
le MMA est rentré dans les mœurs et donc quand on démarre une carrière de combattant MMA aujourd'hui, il n'y a pas ce côté exploration, Ouais. aventure que moi j'ai connu. Tu Oui, vois, alors nous, ça, c'est vrai. quand on Mm. signait un combat à l'étranger, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, Ouais. ton adversaire, tu le découvrais sur place, tu vois. Ouais. Donc, c'était un peu le Kinder Surprise, tu vois. T'arrivais au gala, voilà, c'est ton Ouais. adversaire. Tu découvrais sur les affiches face à l'adversaire. Et voilà. Donc, moi, j'ai connu cette époque. J'ai connu une époque révolue où il y avait de l'inconnu, où il y avait du mystère, où Mm. c'était un coup, t'étais reçu dans un palace, un coup, t'étais reçu dans un Formule 1 tout miteux, tu vois. Euh, donc, ouais, j'ai connu des époques, une époque en tout cas où c'était la découverte. J'ai connu une époque aussi où on découvrait des méthodes d'entraînement et même on les créait, tu vois. Mm. Donc, non, je regrette pas. Oui, effectivement, j'ai loupé l'époque qu'on connaît maintenant où les mecs, mon alter ego aujourd'hui, il gagne peut-être 20 ou 30 fois ce que moi je gagnais à l'époque. Ouais. Mais est-ce que eux, ils ont connu Non. les palpitations de la découverte, tu vois? Ouais, C'est non, ça le mais bien truc. sûr. Non, mais t'as raison. En fait, il faut jamais rien regretter d'une manière générale. Mais non, non, bien sûr que toi, en tant comme pionnier, t'as vécu quelque chose que ils vont plus pouvoir vivre, les nouveaux qui arrivent sur le marché. Mais bon, ouais, tout change, tout devient plus organisé, et voilà quoi. Mais non, je disais ça surtout dans l'esprit que moi, les combats que je voyais à mon époque, enfin, c'était mis à part quelques stars, toi, je sais pas moi, mon époque c'était Mike Tyson ou des trucs comme ça, bon, mais c'était des Ouais. étoiles, c'était unique quoi, c'était les combats qu'il y avait en France, enfin, il fallait se lever tôt pour gagner quelque chose quoi. Ouais. Alors, Ouais, bah, je ça a vais te changé. montrer. Aujourd'hui, il y a des gros galas en France maintenant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc ça, voilà un petit peu ta salle de sport, hein, ton entreprise. Donc, Ouais. vous êtes combien à travailler là, dans cet espace? Alors, j'ai 6 coachs avec moi. On a près d'une trentaine de cours par semaine. Donc j'ai 6 coachs avec moi. On a des cours. Ça commence à 6 ans, tu vois. Donc on a une section MMA Kids. On a une section féminine aussi. Et ça va du débutant qui a jamais fait de sport de sa vie. Je te parle même pas de sport de combat, je te parle Ah oui, des mecs ok. qui ont jamais fait de sport de leur vie qui débarquent, jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, des combattants de très haut niveau qui combattent dans les plus grosses organisations du monde. On a une bonne réputation en France parce que on a fait partie des premières écoles de MMA en France. Euh, j'ai des combattants, enfin j'ai des élèves à moi qui ont commencé à combattre fin des années 90, début des Hmm. années 2000. Donc tu vois, ça fait une sacrée, enfin ça fait longtemps. Et il y en a qui sont encore à la Snake Team et qui continuent de m'aider, qui me secondent, tu vois. Donc voilà, donc on perdure et ça c'est une grosse fierté pour moi, c'est que on n'a pas été une étoile filante, au contraire, on était là avant la légalisation, bien avant la légalisation du MMA qui était en 2020. On était là 20 ans avant, tu vois, et on continue. Donc Non, ça c'est une grosse fierté. ouais, bravo, félicitations, c'est déjà une très belle réussite parce que Merci. moi je suis également entrepreneur, j'ai toujours travaillé pour moi, à quelques rares exceptions près, mais c'est souvent le cas des personnes atypiques, hein, ou asociales. Moi, j'ai pas fait d'études, hein, je suis un autodidacte, mais faire une entreprise aujourd'hui en France, il faut du courage. Je pense que c'est compliqué. Ouais, Euh, ouais, c'est complètement. ouais, donc bon, Aujourd'hui, bravo. Et puis le fait que tu aies des gens autour de toi qui restent, ça veut tout dire. Parce que ça veut dire que les gens t'aiment, en gros, hein, pour faire simple.
ou qui se trouvent bien et ça c'est super quoi. C'est super de pouvoir partager. Et le sport, moi j'ai toujours fait du sport hein, et aussi dans ma vie. Alors pas du tout à haut niveau comme toi, mais j'ai toujours été enfin sportif non, mais j'ai toujours fait du sport. C'est important et notamment pour les jeunes parce que maintenant il y a plus de service militaire, il y a plus rien, toi. Donc Oui. où est-ce qu'un un jeune homme peut se trouver, toi, peut s'identifier. Maintenant, on parlera un petit peu de woke et compagnie plus tard, mais c'est il faut heureusement qu'il y a des gens comme toi qui permettent à des jeunes de tout âge, comme tu dis, de tout niveau, de devenir un homme, quoi, hein, en fait, hein, en gros. Hein. Bah, je pense que les arts martiaux, les sports de combat, c'est quand même un endroit, un lieu, un endroit où l'homme peut se, tu vois, des fois on a la chance de pouvoir vivre une expérience qui va être un petit peu un rite initiatique, tu vois, et qui va te transformer en profondeur. Et je pense que les arts martiaux, c'est ça. C'est un genre de rite initiatique. Tu ouvres la porte du dojo pour la première fois de ta vie. Et si tu t'accroches et que tu passes les premiers tests, tu vas connaître une transformation assez rapidement. Elle va commencer cette transformation qui va durer un certain temps et qui va te transformer au fur et à mesure en quelque chose de meilleur. Euh, et donc pour moi, c'est ça les arts martiaux, c'est une lente transformation vers une meilleure version de toi, tu vois. Ouais, ouais, non, Euh, mais tout à fait. C'est une bonne définition. Et en fait, ça rejoint quelque chose qui est simple, hein, c'est, enfin, qui est simple. C'est qu'en fait, il y a pas encore très longtemps, il y avait dans nos sociétés, ça existe toujours dans d'autres cultures, hein, notamment en Afrique, en Asie, il y avait des rites d'initiation, tout simplement. oui, oui, Quand les enfants deviennent des adultes ou des préadultes, on sépare les garçons des filles et il y a des rites initiatiques pour les filles et les garçons pour leur futur rôle dans la société. En France, pendant longtemps, il y a eu le service militaire qui permettait déjà d'avoir une idée du niveau intellectuel des gens, toi, parce que tu sais quand t'as les tests, toi, ça permettait quand même de savoir où est-ce qu'on en était, toi. Et puis après, c'était formateur, quoi. Tu faisais un an d'armée, bah écoute, moi je trouve ça que c'était vraiment bien. Ça permettait aussi, il y avait un autre effet, c'était un effet de brassage parce que un petit bourgeois pouvait se retrouver avec un fils d'immigré de deuxième génération, tu vois. Et puis ils allaient crapahuter ensemble ça crée des liens, quoi. Et ça manque en France. Et je pense que le sport, notamment le MMA, a ce rôle-là aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. non, non, complètement. Comme je te dis, il y a des trucs dans la vie, des événements dans la vie. Comme tu as dit, pour moi, avant, il y avait le service militaire qui permettait aux jeunes garçons de s'affirmer et de pousser du poil à la bite, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus trop d'endroits comme ça dans notre société qui forgent le caractère, qui forgent le moral, qui forgent le mental. Euh, si ce n'est voilà une salle de sport de combat ou d'arts martiaux. Euh, clairement, alors c'est marrant parce que moi je suis dans le 93 donc je vois les jeunes qui arrivent de l'extérieur, tu vois les jeunes entre guillemets racailles. Euh, ils sont persuadés que ce qu'ils vivent au jour le jour dans leur cité, c'est un truc qui va les rendre plus forts, qui va les rendre meilleurs, alors que pas du tout, bien au contraire, des fois c'est même le contraire. Et je vois là, par contre, je vois la transformation quand ils viennent chez moi et que ils sont dans le dur pour de vrai en fait. Ils connaissent ce que c'est que, ils découvrent en tout cas ce qu'est vraiment la souffrance, parce que quoi qu'on en dise, dans une salle d'arts martiaux digne de ce nom, avec un vrai prof, avec un vrai coach, bah tu vas souffrir. Peu importe ton niveau sportif, peu importe ton passif, tu vas en chier des bulles, tu vois. Et c'est cette souffrance, c'est le fait de devoir l'endurer jour après jour qui te transforme, qui te rend meilleur.
Le dojo, la salle de sport, la salle de boxe, la salle de MMA, aujourd'hui dans notre société, c'est un des seuls endroits qui existe encore, qui soit dans cette lignée-là d'initiation, de transformation en quelque chose de meilleur. Ouais, c'est très 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 juste ce que tu dis. Effectivement, je remarque aussi que tu dis souvent arts martiaux, dojo. Ouais. Donc ça, c'est des termes qui sont spécifiques. Toi, tu te considères comme un prof d'art martial? En fait, et ça c'est marrant, c'est que partout dans le monde, les arts martiaux regroupent absolument tous les styles de combat codifiés. Donc, par exemple, quand tu tapes martial arts dans un dictionnaire en ligne anglais, anglophone, ils vont te regrouper la boxe, la lutte, le muay thai, le kickboxing, le karaté, le judo, absolument tous les styles codifiés où il y a du combat, qui t'apprennent en tout cas à te taper avec un autre mec, sont regroupés sous le terme générique de d'arts martiaux. Il y a qu'en France où les arts martiaux, pour je ne sais quelle raison, c'est uniquement les trucs qui sont pratiqués dans un kimono, tu vois. Donc, la lutte c'est pas un art martial, la boxe c'est pas un art martial, alors que le terme quand tu le découpes, c'est l'art de la guerre, c'est l'art du combat. Donc logiquement, tu devrais retrouver la lutte, la boxe, toutes les formes qui sont codifiées où il y a une méthode d'entraînement qui t'apprennent à taper, tu vois. Donc Ouais. voilà. Donc quand je fais euh, j'essaie de regrouper en français le terme arts martiaux et sport de combat, alors qu'en vrai, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf en France où ils font le distinguo. Ouais, tu touches du doigt un point assez intéressant parce qu'en fait, euh, l'art martial, c'est bah, l'art martial, c'est l'art de la guerre, quoi, en gros, enfin de Ouais, la guerre codifiée. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, je pense qu'en France, en fait, la France, c'était un pays qui a été initié entre guillemets aux arts martiaux asiatiques assez tôt en Europe. Hein. Je pense que le karaté, c'est par un des, exemple, je pense que ouais, c'est un des premiers, le ouais, c'est judo et ça. le Hein. karaté. Ouais, Le judo en premier, il me semble. ouais, Mais ça a été un des premiers, ça a été un des premiers pays où il y a eu des arts martiaux asiatiques qui ont hmm, débarqué. Ils se sont enchaînés en plus. Il y a eu le judo, karaté, kung-fu relativement vite en même ouais, temps. hmm, Ensuite est venu le kickboxing et la boxe thaï. hmm, Mais c'est vrai que on a un siècle d'arts martiaux asiatiques en ouais, France ouais. et Et qui je ont pense, complètement éclipsé l'art martial français de l'époque, c'est-à-dire la boxe française, tu vois. ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. Tu me tends une perche. Mais avant de l'apprendre, je vais terminer là-dessus parce qu'en fait, je pense que comme les Français ont été initiés assez tôt en Europe par rapport aux voisins, aux arts martiaux asiatiques et notamment japonais, je pense que c'est les Japonais qui leur ont pris le chou, tu vois, en disant il y a que l'art martial, c'est que japonais. Tu vois, la boxe thaï, non, Ah, non, ça c'est pas art martial, ça voilà. c'est ouais, Je pense il y a une meilleure acceptation des arts martiaux des arts martiaux asiatiques, en tout cas japonais, parce que il y a un truc qui a été codifié dès le début. En fait, euh, l'inventeur du judo, qui existe depuis un peu plus de 100 ans, tu vois, le judo, c'est pas très vieux. Euh, Ça a été fabriqué pour plaire à la masse, déjà au Japon, mais ensuite pour pouvoir être exporté et pour ensuite très vite intégrer les Jeux Olympiques. Donc le but c'était de fabriquer un système de remise en forme pour les Japonais qui soit sur la base d'un art martial ancestral qui était le Jiu-Jitsu, mais qui pouvait être décliné à l'étranger. Et donc, c'est là où ils ont inventé le système de ceinture de couleur pour pouvoir grader, pour pouvoir vendre du kimono, vendre de la ceinture, vendre des stages, voilà. Donc, c'est pas très vieux. Le judo, même si les gens ont l'impression que c'est un truc millénaire, c'est pas du tout le cas. C'est à moins de 150 ans.
Et, quand ça a débarqué, ah oui, il y a une histoire de franc-maçonnerie aussi, parce que le créateur du genre, du judo, c'est un franc-maçon. Donc, bref, moi, ça, je sais pas si c'est pertinent, mais il y a quand même une démarche du japonais créateur, en tout cas des japonais, de faire un art martial olympique qui D'accord. pouvait être exporté à l'étranger. Et Ah oui, ils l'ont bien réussi. Le judo, ça a bien marché hmm. partout dans le monde, en fait. Ah ouais, ouais, bah là, tu m'apprends quelque chose, Cyril, parce que ça, je savais pas du tout. Donc, bah, Ouais. c'est vachement intéressant. C'est très intéressant ce que tu viens de m'expliquer. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Euh, Ça explique parce qu'en fait, le judo, Explique aussi pourquoi le judo partout dans le monde est régi par la franc-maçonnerie déjà. Pourquoi les hauts gradés pourquoi les hauts gradés du judo mondial sont tous des frères et pourquoi ça s'est exporté aussi bien, tu vois, parce que ouais, 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 clairement je savais, la je savais vraiment, mais alors la vraiment pas du tout. Je connaissais pas du tout cette histoire. Alors, bien sûr, le judo, je savais que c'était un truc vraiment international parce que c'est vrai que le judo, c'est sympa, quoi. Tu peux, enfin, voilà, quoi. Ça va pas servir à beaucoup, quoique moi, je m'en suis utilisé une fois ou deux dans une baston, mais pour faire tomber. Donc, c'est pas vraiment du judo en soi, mais c'est vrai que c'est bien pensé au niveau commercial, au niveau effectivement, des ceintures, des trucs, du business. Ah ouais, et en France, c'est bien, là, tu vas me le confirmer, mais d'après ce que j'ai compris, c'est bien les mecs du judo qui ont empêché le MMA de naître. Ouais, complètement, Hmm. complètement. Et encore une fois, parce que ils ont des appuis politiques très forts. Euh, euh, la franc-maçonnerie, on va pas se voiler la face, et fait partie intégrante du paysage politique français. Euh, les parlementaires, pour la plupart, j'imagine, hein, pour la majorité, sont francs-maçons ou en tout cas sont issus de confréries, de cercles privés qui ressemblent à la franc-maçonnerie. Euh, et donc, vu qu'ils ont des appuis un peu partout. Excuse-moi, c'est le chien qui fait un barouf pas possible. Mais vu qu'ils ont un appui politique assez puissant, ils sont capables comme ça de verrouiller la situation et c'est ce qu'ils Ouais. ont fait pendant plus de 20 ans. Ouais. Non, mais ça, je savais plus ou moins, mais j'avais pas toute l'histoire. Et en fait, c'est vachement intéressant. Il faudrait quasiment faire un livre sur l'histoire du judo, et parce que ça doit être partout dans le monde, donc en tout cas, c'est une belle réussite, hein, parce qu'ils ont quand même, euh, Ah ouais. ils ont quand même du pouvoir, quoi, hein, a Sport- priori. Sportivement parlant, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. À un moment donné, pendant très longtemps, la quatrième fédération française sportive, c'était le judo. Ouais, Ils sont restés pendant très très longtemps en ouais, quatrième ouais, position. ouais, Je ouais, crois ouais, qu'ils non, sont mais cinquième, ouais, ouais, parce mais qu'en fait, ils sont ouais, quand nous on était jeunes, bon moi je suis un peu plus âgé que toi, mais en fait il y avait que le judo, hein. Je veux dire il y avait, enfin, ouais. il y avait rien d'autre, quoi. Pour Moi les quand j'étais, moi j'ai, tout petits, ouais. ouais, moi j'ai fait du judo, quoi, parce qu'il y avait que ça. Je crois, à Tout mon le monde a époque, fait du judo. il y avait du karaté. J'ai fait aussi du karaté, voilà. Mais c'était surtout judo, parce qu'en fait le judo, je pense qu'ils ont fait un truc aussi assez pas mal, c'est que ça plaît aux mamans, tu vois, parce que Ouais, ouais. tu veux pas te prendre un bourre-pif dans le nez, toi. Ça paraît soft. Ouais, il y avait une stat entre, je crois que c'est entre les 40 et les cinquantenaires actuels. Je crois qu'il y a plus de 20% qui ont eu une licence de judo, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je pense, hein. Parce que, en fait, vraiment, moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai 56 ans. Quand j'étais jeune, euh, c'était du judo. Et après, j'ai fait un peu de karaté, parce qu'il y avait aussi un peu de karaté à l'époque. Et ensuite, le kung-fu est arrivé un peu plus tard. Mais bon, le kung-fu, moi, ça m'intéressait pas. Après, j'ai rien contre le kung-fu, hein, mais donc j'ai fait du judo, quoi. J'ai fait du judo parce qu'il y avait que ça. Après, bon, j'ai fait un peu de Parce que boxe, mais bon, voilà, quoi, tu le, vois. le C'était, kung-fu il était moins bien structuré que la ouais. fédération de judo, tu vois. Non, non, Judo, judo, je me demande même si c'était pas lié aux écoles, quoi, tu vois. C'était tellement direct. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais, exactement, ouais. ouais, c'est la question que je voulais te poser.
toi, l'État français, enfin ou les départements, t'as des aides, toi, par exemple, du département des Hauts-de-Seine, on te considère comme un truc d'utilité entre guillemets publique ou pas, enfin, ou t'as rien? Non, alors franchement, les subventions, tous ces trucs-là, là, j'ai jamais bénéficié de ça. J'ai jamais cherché à avoir des aides de la mairie ou quoi que ce soit. Ça, c'est un tort. Je sais que, pardon, on a une association qui existe depuis très très longtemps. On a sorti des sportifs de haut niveau, on a sorti des gens titrés, champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Et c'est vrai que on a fait ça vraiment de notre côté, sans demander de l'aide à la mairie. Ça, c'est peut-être un tort de ma part. Mais j'ai eu des mauvaises expériences aussi en comptant trop sur les mairies, tu vois. T'as des mauvaises surprises et donc voilà, ça m'a un peu refroidi et donc aujourd'hui on fait les choses de façon indépendante. Bon, si tu peux le faire de manière indépendante, il vaut mieux ne dépendre de personne, ça c'est clair. Mais moi, ce que je trouve vraiment remarquable, et je le dis vraiment sincèrement, parce que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, en gros, il n'y a plus que les salles de MMA, de sport parce que c'est pas le judo hein, qui va résoudre le problème, hein, ça on est d'accord. Non, non. Quand t'as 14 ans, quand t'as 14 ans et que tu veux, t'as besoin d'un peu de trucs virils quoi, t'as besoin d'être Ouais. recadré physiquement, comme ce que tu disais quoi, d'être épuisé en fait. Et en gros, c'est d'intérêt public quoi. En fait, il devrait y avoir des salles de MMA partout quoi. Et en plus, Je pense il devrait avoir des sections de sport de combat dans toutes les écoles ouais, et ouais, que aller deux heures par semaine, mm, ça devrait la pratique des sports de combat devrait être obligatoire. Et je absolument, pense ouais, qu'on aurait beaucoup moins de problèmes dans les cités, on aurait beaucoup moins de problèmes avec les jeunes qui refusent l'autorité, on aurait beaucoup moins de problèmes dans la société en général, tu vois, parce que les gens seraient plus cadrés, auraient moins de frustration, seraient il y aurait un exutoire aussi, une soupape de sécurité qui ferait que bah il y aurait peut-être moins de violence dans les rues aussi, tu ah vois. bah oui, c'est corollaire en fait parce que moi j'ai rarement vu des mecs de haut niveau, que ce soit de boxe ou truc, se battre dans la rue quoi. Hein. C'est rare en fait. Ouais. En gros, tu te bats dans la rue quand t'as 14, 15, 16 ans avec tes potes parce que tu es une bande quoi. Mais après, si tu continues, c'est qu'il y a un problème quoi. Et le sport doit cadrer. Et là, je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça que, par exemple, au Cambodge où je vis, hein, le Kun Khmer qui est la boxe locale, c'est dans les écoles. Hein. D'accord. C'est dans les écoles. Alors c'est du petit niveau, hein. Mais c'est comme ce que tu dis, Ouais. toi. C'est 2 3 heures. Je sais pas combien ils en font, mais en tout cas, voilà, ça a été. C'est aujourd'hui au Cambodge, la boxe, le Kun Khmer, le Pradal Serai, c'est le sport national. Tu vois, il y a pas de judo ici. Hein. Enfin, il y a un peu de judo, mais non, ici c'était le taekwondo. Il y a eu pas mal de taekwondo à une époque ici, qui est aussi un sport bizarre. Moi, le taekwondo, j'ai jamais réussi. Bon, je trouve ça moche. Je trouve ça extrêmement laid à voir. Hein. Enfin, à voir quoi. Mais bon, Ouais, je suis pas fan, non. Je suis pas hein. fan. T'as fait du Je suis pas taekwondo, non? fan. Ouais, moi, Bon, pas du tout. j'arrive pas à comprendre quoi. Parce qu'en fait, ils utilisent pas leurs bras, toi. Ils Ouais, sont, ouais. c'est bizarre. Enfin, bon, ça, on va en parler. On va en parler un petit peu après dans la section BAM. Bah écoute, déjà, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que t'es effectivement, bah tu touches de doigt la vérité et d'ailleurs c'est ce que t'avais un peu dit aussi quand t'étais passé à l'UPR, qui est, alors on va pas se cacher, hein, moi je suis souverainiste, hein, donc j'ai été à l'UPR. D'ailleurs, c'est un drapeau de l'UPR que tu vois derrière moi. Enfin, c'est un drapeau gaulliste. Je suis gaulliste, bonapartiste ou gaulliste, si tu préfères. C'est que je suis pour la France souveraine, d'une manière générale, et ni américain ni russe, quoi. Tu vois, la troisième voie, ce qu'a fait De Gaulle en son temps. Et c'est pour ça qu'il a été aimé et peut-être aussi viré. Mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, c'est ce que tu disais un petit peu sur l'UPR, c'est qu'en fait, moi, ça m'avait vraiment marqué
c'est qu'en vrai, en réalité, dans notre société aujourd'hui, qui part en fait dans les deux extrêmes, hein, ça va dans l'extrême gauche ou l'extrême droite, et je pense pas que ça s'améliore. C'est parce qu'il y a plus d'image. Pour moi, il y a plus d'image, comment dire, directrice quoi. Il y a plus de ligne directrice pour les jeunes. Moi, je serais jeune aujourd'hui en France. Si je trouve un Cyril, tu vois, je vais dans ta salle, j'ai 14-15 ans, je trouve une voix, comme tu dis, toi, une voix martiale. Ouais. Mais c'est combien sur... t'as beaucoup de jeunes qui viennent, toi, régulièrement? C'est quoi à peu près les pourcentages, si t'as une idée? Bah, je pense qu'il y a, allez, sur 350 adhérents, je pense que il y a une bonne moitié facile de jeunes qui ont 16-17 ans, tu vois. Et c'est clair que bah, déjà à mon époque, quand j'avais cet âge-là, ma conscience politique était de l'ordre du néant, tu vois. C'est-à-dire que la politique m'intéressait pas du tout parce que bah, les gens qui dirigent font en sorte que les jeunes s'intéressent pas du tout à la politique. Et aujourd'hui, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que je pense que des jeunes adultes de 25 ans n'ont aucune conscience politique aujourd'hui, tu vois. Il faut attendre 10 ans plus tard, 35 ans peut-être, pour s'intéresser, peut-être commencer à s'intéresser à la politique. Et donc ça recule. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent. Et quand je dis s'intéresser, c'est pas que voter, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as bien compris qu'avec le jeu électoral, les gens s'intéressent pas à la politique, ils votent pour un mec qui est passé beaucoup à la télé. Donc ils ont aucune idée de quoi il s'agit et pourtant ils votent. Non, quand je parle de s'intéresser à la politique, c'est vraiment euh, approfondir, se renseigner, aller fouiner à droite à gauche, pas que dans les médias mainstream. Ça, c'est s'intéresser. Aujourd'hui, il y a très peu de Français, une très petite minorité de Français qui s'intéressent vraiment à la politique, où eux, ils vont chercher les infos, ils vont se renseigner sur telle ou telle personne, sur tel ou tel parti, quel est le programme de tel ou tel parti, ainsi de suite. Et j'irais même plus loin, c'est que s'ils s'intéressaient vraiment à la politique, ils comprendraient assez rapidement que le système électoral tel qu'il nous est présenté aujourd'hui ne rime strictement à rien. C'est un vaste, c'est une scène c'est une scène de théâtre en fait. C'est une mascarade sans nom. Et donc voilà. Donc c'est un peu le propos que j'ai tenu euh, quand j'ai été invité par Monsieur François Asselineau pour le rencontrer à l'UPR. Euh, Parce qu'il me demandait pourquoi j'ai jamais voté de ma vie. Et voilà, parce que j'ai compris assez vite quand j'avais 18 ans, j'ai compris assez vite que les élections telles qu'on les connaît aujourd'hui ne riment à rien, ne servent à rien, et biaisées, les dés sont pipés dès le début. Et donc, Ouais. je ne veux pas participer à cette mascarade. En gros, c'est ça. Non, bah, là, bah, écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est hélas le cas. Et le problème, c'est que c'est même pire. C'est qu'en fait, enfin, c'est doublement vicieux parce que euh, ce que tu as décrit, c'est qu'en fait, la tranche 16, 28, 30 ans, toi, ils sont complètement dépolitisés. Ce qui est grave, parce que normalement la politique, normalement les Français sont un peuple politique et ils sont dépolitisés. Et en fait, pourquoi un Macron, par exemple, est élu, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ne votent pas. Alors là, je peux le comprendre, hein. Mais le problème, c'est que un Macron n'a pas été élu, il a été mal élu parce que il y a eu une abstention. Et ensuite, il y a les jeux politiques des extrêmes qui arrivent, qui font que, en réalité, comme ce que tu dis, tout est plus ou moins piloté, plus ou moins organisé pour que ça soit bah, des gens qui sont bien obéissants au commandement suprême de l'Europe, moi je suis pas contre l'Europe, hein, mais je suis contre l'Europe politique actuelle. Et en gros, ils obéissent aux ordres de von der Leyen. Hein. Macron, il obéit à Gertrude, parce qu'elle s'appelle Gertrude, hein, von der Leyen, son deuxième prénom. Mais donc ça, je suis entièrement d'accord. Le souci, c'est que bah, l'UPR, c'est sympa,
c'est bien. Moi, j'ai voté pour les PR. J'ai été le représentant du PR au Cambodge tout à fait au début. Moi, Asselineau, je l'ai suivi depuis très longtemps, hein, depuis qu'il avait fait son coming out dans le local de Serge Ayoub, pour te dire. Hein, donc c'est très très vieux. Et mais il dit des choses absolument vraies. Il dit des choses absolument vraies, mais il a aucun charisme. Donc il sera jamais élu parce qu'en fait c'est ce que tu disais un petit peu aussi. Non, c'est ce qu'on disait en aparté au début, c'est qu'en fait les gens ils votent pour un beau gosse quoi. Euh, c'est con hein, mais ça joue quoi, c'est important. Non, aujourd'hui moi personnellement je suis un petit parti qui s'appelle avec le Prince Murat, ce que je te disais, qui est à mon sens assez intéressant, c'est le parti bonapartiste parce que après tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je suis arrivé à la conclusion que les Français ils veulent un homme providentiel, tu sais. Ils veulent s'accrocher à un Ouais, homme. alors, c'est pas que les Français, ça c'est encore une fois, c'est la nature humaine. C'est un Oui. peu dans tous les pays, c'est la même chose. Les gens veulent un sauveur, veulent un héros, un Jésus-Christ, tu vois, Ouais. qui va venir les sauver de tout, tu vois, de leur destinée ou de leur destin. Euh, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, encore une fois, que un Macron a réussi à se faire élire. C'est qu'il arrive, il est beau, il est propre sur lui, il a un beau costard, il a, il a un sourire Colgate, et les gens s'arrêtent à ça parce qu'ils se disent, bah, c'est lui notre sauveur. Alors que c'est le pire bourreau de tous. C'est Mais, clair. mais c'est pas que, euh, c'est pas que en France, tu vois, le Obama, il a été élu comme ça, C'est vrai. Trump, il a été élu comme ça, tu vois, c'est des gens Hmm. qui incarnent le sauveur, le renouveau, Hmm. l'espoir, tu vois, et qui se font élire comme ça. Non, tu as raison. Moi, j'ai tendance à critiquer la France parce que j'ai de la peine et que Oui, oui, j'ai bon. compris, ouais. Mais c'est vrai. Non, tu as raison d'une manière globale. Mais après, il y a quand même des nuances. Toi, les il y a des nuances dans chaque pays, c'est un peu différent. Mais oui, tout le monde attend plus ou moins un sauveur. Ce qui est con parce qu'en réalité il faut lire le programme politique, ça c'est ce que tu disais hein, c'est tout simplement hein. Mais c'est il faut lire les programmes politiques et puis trouver ce qu'il y a de mieux pour l'avenir quoi. À combien de Français, avant de voter, prennent la peine de lire les programmes politiques? Déjà, il y en a beaucoup à lire. Déjà, premièrement. Deuxièmement, même quand ils ont voté, on l'a vu les micro-trottoirs. Vous connaissez le programme politique de Macron? Tu sais, tous ceux qui avaient voté Macron, non, non, je connais pas son, mais je lui Ouais. fais confiance. D'accord, bah Oui oui. super. Ouais. Bon, bah, c'est malheureux, mais le système démocratique, à partir du moment où, bon, si c'était déjà une vraie démocratie, ça serait la voix de tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas, tu vois. C'est pas du tout le cas de la voix de, c'est pas tout le monde qui donne sa voix. Deuxièmement, euh, à partir du moment où tout le monde a le droit de voter, mais que ces gens-là sont manipulables, hautement manipulable et hautement sujet, victime de la propagande, tu vois, bah tu fais ce que tu veux d'eux en fait. Et Ouais, c'est non ce mais qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec encore une fois avec Macron, ça a été flagrant puisque il a été élu en 2017. Tout le monde a commencé à manger du caca et il a été réélu une deuxième fois. Donc là, tu te dis, attends, je comprends pas. Les mecs, ils ont vu à quel point c'était la merde avec une succession de crises qu'on a traversées. Et la fois d'après, ils revotent pour lui. Donc c'est bien la preuve que le système entre guillemets hein, démocratique tel qu'il est aujourd'hui ne marche pas puisqu'on est capable de d'élire deux fois notre bourreau. ouais, Donc il faut changer. encore une fois ouais, c'est ce que tu dis est pertinent mais c'est une vraie question hein. Moi pour faire simple, tu vois, je au Cambodge où je vis, mais la Thaïlande que tu connais, c'est un peu pareil. C'est en fait c'est des Ouais. on pourrait dire c'est des dictatures quoi en gros. Mais euh, c'est des gens, en tout cas au Cambodge, hein, la famille qui règne,
Je pense qu'ils ont battu le record de tous les pays au monde. C'est la plus longue durée hein, qui existe aujourd'hui au pouvoir, discontinue. Hein. Notre guide suprême et son fils maintenant qui est au pouvoir, en fait aime son peuple. Donc à partir du moment où t'as un mec qui dirige, bon ok, il s'en met un petit peu à droite à gauche, bon bah c'est humain quoi. Hein, voilà. Moi qu'est-ce que je ferais à sa place hein, bon voilà. Mais par contre, il est bon. Tu vois, il a un bon fond, il aime son peuple, il veut le développement du pays. Ici, il y a 6% de croissance. En fait, les enfants vont mieux vivre que leurs parents, tu vois, ce qui est l'inverse de la France. Alors ça, c'est des problèmes économiques, c'est encore différent. Mais tout de même, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'il y ait plus de ce jeu démocratique que tu as bien défini, Oui, non, qui est pourri. alors là où je te rejoins, c'est que aujourd'hui, on présente un système démocratique. Alors même si il existait pour de vrai, ce qui n'est pas le cas, parce que là, en France, c'est clairement une oligarchie, c'est pas un système de démocratie, c'est une oligarchie. Mais même si on avait une démocratie, ça serait biaisé dès le début parce il y a une telle propagande et le pouvoir politico-médiatique est tellement puissant qu'ils nous font voter ce que eux ils veulent en fait. Donc même ce système-là, il est merdique. Donc à la limite, il vaudrait mieux, comme au Cambodge, avoir en tout cas une roulette russe, avoir la chance d'avoir un souverain de temps en temps qui soit de bon cœur, qui soit vraiment là pour son peuple. Parce que là, clairement, l'oligarchie qu'on a depuis des décennies, ils sont pas là pour le bien du peuple, ils sont là pour leur bien à eux, et on n'a aucun moyen que ça change. Ouais, c'est très C'est- compliqué. il faudrait un cataclysme sociétal pour que le système change complètement du jour au lendemain, ce qui n'est pas Non, ce qui va pas être ça. non, non, ben non, Cyril, parce qu'en fait, si tu veux, t'as raison, t'as absolument raison. C'est qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est en fait, on est dans une société qui va jamais aller trop loin. Tu sais, elle reste toujours. Et les gens, ils ont à manger, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Toi, elle va jamais trop d'un côté ou de l'autre. Tu vois, ce qui s'est passé Ouais, il y a 100 ans en 1925 en Allemagne, ça va pas se reproduire. Même si même s'il y a des signaux, toi, qui sont là, parce que la société, sauf sauf cataclysme majeur, un truc vraiment ouais, grave, tu vois, truc grave. ouais, Mais en fait, les gens qui nous dirigent, l'oligarchie, cette oligarchie mondiale, ils se débrouillent toujours. Ils se débrouillent toujours, toi. Macron, il lâche, toi, dès qu'il sort les gilets jaunes, toi, ils ont lâché un peu, toi. Il a été malin, toi. Il a augmenté les flics, toi. Il a mis des flics contre les gilets jaunes. Et, toi, il y a toujours, en fait, avec les moyens, si tu veux, de communication, d'espionnage et de manipulation, ce que tu dis, sont tellement forts qu'en fait, en gros, pourquoi et pour conclure sur ce truc, quoi, c'est tu prends Trump. Trump, c'est un outsider. Moi, je l'aime pas particulièrement, tu vois, mais pourquoi est-ce qu'il a pu être élu? C'est parce qu'il est milliardaire. ouais, complètement. C'est tout. Pourquoi Asselineau sera jamais élu au-delà du fait qu'il n'ait pas de charisme? Mais bon, ça à la limite, on pourrait l'outrepasser. Bah, c'est parce qu'il a pas suffisamment de thunes. Asselineau, demain, Ouais, ouais. tu lui donnes un budget de 5 milliards d'euros, toi, il sera peut-être élu. Hein. Donc c'est effectivement c'est l'argent qui met au pouvoir le politique. Et pour sortir de ça, ouais, moi je vois pas trop. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce Ouais, que c'est compliqué. sauf cas gros cataclysme, guerre. Mais franchement, je vois pas, hein, je vois pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je suis bonapartiste dans le sens où je suis pas, je suis fondamentalement républicain, toi. Je suis pour la démocratie, mais une vraie démocratie. Et est-ce qu'elle peut revenir? Je sais pas. Donc moi je suis pour pas une prise de pouvoir violente, mais pas loin, parce que je vois pas trop comment faire. J'ai pas de, je vois pas de solution à court terme en tout cas. C'est pas avec Bardella ou un Mélenchon qu'on va s'en sortir, tu vois. Ah C'est non, ça c'est sûr. c'est c'est compliqué quoi. Bah, ils font partie de ce système. C'est donc à partir du moment où ils font partie de ce système, tu sais très bien que c'est pas eux la solution. Non non, c'est clair, mais bon, ça c'est encore. Bon, on va passer à un sujet un peu plus rigolo. En fait, bon.
toi, t'as travaillé dans la nuit. C'était à quelle période tu travaillais un peu en sécurité, en boîte de nuit? C'était dans quelles années? Alors, les premières fois où j'ai bossé la nuit, j'étais super jeune, hein, j'avais 21, 22 ans. Mais c'était ponctuel, c'était pas régulier. C'était quand de temps en temps ils avaient besoin de renfort dans les boîtes de mes potes, tu vois, où bossaient mes potes. Hmm. Et moi j'avais déjà commencé la boxe, donc j'étais déjà champion, voilà. Même si je faisais pas super peur, ils savaient que j'allais au charbon et que s'il fallait y aller, voilà, que j'étais là. Donc j'ai été embauché la première fois, je devais avoir 21 ans. Et ensuite, quand j'ai eu mes 23, mes 24 ans, là j'ai commencé à bosser régulièrement la nuit dans les établissements de Jean-Marie Mercier, qui était le coach de Haute Tension, le club dans lequel j'évoluais à l'époque à Vitry-sur-Seine. Donc j'ai D'accord. commencé à bosser la nuit régulièrement, enfin tous les week-ends en gros. Ok. Et c'était à peu près quelle époque, ça? Alors j'ai commencé en 96 et j'ai arrêté en 2004. Ok, d'accord. En 96, on aurait pu se croiser. Et alors, bon, moi j'ai bossé en boîte de nuit pour une boîte qui s'appelait Rosebud. Bon, enfin après, elle a changé plein de noms, mais on avait la Loco, les bains douches, le Queen. Le Queen, oh là, je pourrais te raconter des trucs. C'était le délire là-bas. Le Queen, c'était une boîte De Rosebud, c'était une grosse boîte de sécu à l'époque, je me souviens très ouais, bien. ouais, c'était une grosse boîte de sécu. Il y avait beaucoup de blancs, quoi, si tu vois, je veux dire. Mais après, ils ont ouvert. Ils ont ouvert dans les années, justement, à la fin de la loco, ils ont ouvert. Ils ont dit, putain, il faut des blacks, c'est plus bon. Donc ils ont commencé à prendre des blacks. Mais c'était assez drôle. Bah, c'était des années différentes, mais ouais, le bain douche, le Queen, la loco, une petite boîte réunionnaise de Manapani à Pigalle, et puis d'autres aussi, une ou deux en banlieue, je sais plus, j'ai oublié. Mais moi, ce qui m'a, alors moi, j'ai été portier. Alors, tu dis que tu impressionnes pas, mais tu fais presque 2 mètres quand même. Hein. Non, mais à l'époque, je faisais 1m97, je faisais 91 kilos, donc j'étais très mince, tu vois. Oui. Je faisais plus jeune que mon âge, donc, Oui, tu vois, d'accord. j'avais 24 ans, j'en paraissais 20. Ouais, ouais. Tu vois, j'avais une peau toute lisse, machin, je faisais pas peur, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon. En tout cas, moi, je pense, j'ai fait ça pareil. J'ai dû faire ça, ouais, entre. Alors moi, j'ai commencé dans une autre boîte de sécu, KO International, où j'ai fait un peu de tout. Mais après, j'ai été garde du corps du petit prince héritier saoudien. Je sais pas si c'est le prince d'aujourd'hui là. Mais ça, c'était du délire aussi. C'était une boîte de sécu tenue par des flics, que des flics. Et avec les Saoudiens, c'était infernal, quoi. On virait des gens des ciné, on virait des gens des restaurants, on payait tout. Enfin, c'était les mecs qui se baladaient, le secrétaire avec une mallette remplie de cash. On avait un Ouais, minibus, ouais. une Mercedes, un minibus, et on allait partout, sauf à Disney, parce que à Disney, ils voulaient pas qu'on paye pour pas faire la queue. Tu vois, c'est le seul parc où on pouvait pas doubler tout le monde avec du fric. Et donc, on allait au parc Astérix, je crois, où on pouvait payer. Enfin voilà, c'était assez drôle. Et après, j'ai travaillé ouais à la loco, Rosebud, etc. Bon, inutile de dire que à l'époque, bah toi, t'as dû connaître ça parce que dans les années 90, 96, 98, 2000, on pouvait encore latter la gueule des mecs, quoi, tu vois. Moi, je me souviens de, Ah, ah ben, on s'en privait pas. ouais, Et t'avais pas de carte pro, t'avais pas tu te faisais embaucher comme ça à l'arrache. ouais, ouais, bien Euh, sûr, ouais, aujourd'hui c'est compliqué, mais ouais, ça, à l'époque c'était monnaie courante de se faire embaucher sans papier officiel hmm. ou quoi que Oui, ce oui, soit. ouais, ouais. Non, c'était une époque différente et puis je pense qu'il y avait moins de problèmes aussi de téléphone portable, toi. On n'était pas filmé en Oui. permanence parce qu'aujourd'hui c'est ça l'enfer, quoi. Moi, euh, moi j'ai une anecdote. Après, tu vas me parler surtout de toi, mais pour terminer là-dessus, à la loco, on a eu quand même des grosses bastons, toi. Et un jour, le 14 juillet, t'as des légionnaires qui veulent rentrer, d'accord? Pas mal éméchés, on peut pas les faire rentrer, toi. C'est pas possible. Le physio il dit non. Ils partent un peu, etc. Et puis, tu sais, ils nous balancent des bouteilles de bière dans la gueule, toi. En verre. Et donc, le physio, il s'en prend presque une dans la gueule.
et je prends la baramine et je chope un des Ukrainiens, quoi, et je lui explose la gueule, quoi. Et le lendemain ou le jour d'après, on ouvre, tu sais, c'est la loco, on ouvrait vers 10h30, toi. On met les barrières de sécurité, tout ça, toi. On se met en place. Et il y a les caméras qui filment. Et puis, je vois au loin un fourgon de flics qui avance doucement, toi. Et on regarde, toi. Et après, on voit le deuxième rep. C'était tout le régiment de la Légion étrangère qui marchait au pas, qui a dansé, tu sais. Les petits devant, les grands derrière, toi. Tout le deuxième rep. C'est le mec que j'avais éclaté la veille, faisait partie du deuxième rep. Et ils arrivent comme ça au pas cadencé, toi. Et tu vois, Oh, putain. je dis, c'est bizarre, quoi. Et puis le fourgon de flics qui les suit. C'est eux aussi trouvé ça pas normal, toi. Et ils devaient être une petite trentaine, toi. Quand tu vois des mecs, ils avaient enlevé tous les grades, hein. Ils avaient pas de grade, mais ils étaient en uniforme, hein. Mais ils avaient pas le képi, ils avaient pas de grade, et ils marchaient au pas cadencé. Et je me souviens toujours, t'avais un petit qui avec un accent ukrainien ou de l'Est, toi. Ils arrivent devant nous, tu sais, ils marchent comme ça, tac, 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 tac. Nous, on a les barrières, et toi, quand on se regarde, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et tout d'un coup, il dit attaque. Toi, et puis il nous saute dessus, toi. Bon alors tu sais, à la loco, on avait des portes quand même, toi. Donc on recule, on prend les portes, on prend les baramines, on en éclate un ou deux, on prend les gazeuses. T'as un mec, par contre, qui était de l'autre côté, un ancien voyou, tu sais, qui venait nous voir tout le temps. Lui, il s'est fait éclater la gueule. Et tout d'un coup, le petit, il fait dispersion. Et tous les mecs se cassent. Et les flics, tu sais, ils ont pas sorti du fourgon. Hein. Et après, on va voir les flics. Vous dites, pourquoi vous êtes Et les mecs, ils avaient peur, les flics. Enfin bref, voilà, c'était une anecdote parmi tant d'autres. Mais c'était une époque différente. Alors moi, Les légionnaires, ils se sont fait éclater la gueule, en gros, t'es en train de me dire. non, non, non. La veille, j'en avais éclaté un. Non, mais vous avez subi des dommages, vous, ou pas? Non, nous, on n'a rien eu parce qu'en fait, si tu veux, ça, on en reparlera après, là, du fameux, on pourra parler de l'autre mytho, là, de Lourdes, mais en fait, en gros, quand tu te fais attaquer comme ça, tu rentres dans les portes et tu fermes, quoi, tu vois. Oui, 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 bien sûr, ouais, ouais. Tu vas pas te battre dans la rue, on n'est pas, c'est exceptionnel. Donc, nous, on a reculé, tu sais, puis on a des barrières de sécurité. Donc, les mecs essayaient de grimper sur les barrières de sécurité, donc nous, on a mis des coups de baramine, et après, les grosses gazeuses, tu sais, on a gazé tout le monde. Et ça dure Ouais. pas longtemps, une baston comme ça, voilà. Le mec, il fait dispersion, et puis il se casse. Par contre, le mec, l'ancien voyou là, qui avait fait 30 ans de réclusion, de Pigalle, lui, il s'est fait éclater la gueule, quoi. Parce que lui, il était de l'autre côté des barrières. Oh putain. Donc lui, ils l'ont chopé, quoi, mais vite, quoi. Tu vois, bon, ça a pas duré, ça a pas duré très longtemps, quoi. Mais c'est une des plus grosses bastons, effectivement, assez drôle. C'est assez exceptionnel. Mais là, tu vois, moi, les seuls mecs, après j'arrête de parler, les seuls mecs qui sont revenus quand ils disent, parce que t'as dû connaître ça, ouais, je vais revenir, je vais te nicher, je vais te tuer, etc. Ouais, Bon. Moi, les seuls ouais. mecs qui sont revenus, c'est les légionnaires, des Portugais. Les Portugais, c'est des gros bastonneurs, les Portugais. Et les Gitans. Les Gitans, ils nous ont tiré dessus. Voilà. Tous les autres, Ouais, ouais. c'est que de la flûte, quoi. Donc, alors, Ouais, souvent, maintenant, c'est je vais te laisser un petit peu parler, parce qu'en fait, sur le BAM, moi, je rigole bien. C'est que tu fais des ouais, émissions avec Karaté Bushido, je crois, il me semble, où ouais. tu t'as lancé ça. Je pense que bah, explique-nous ce que c'est le BAM. Bah, BAM, c'est un délire. Ça fait très longtemps en fait que je suis critique de tous ces mythomanes qui pullulent dans le milieu des arts martiaux et des sports de combat, mais aussi de la sécurité. En fait, pour moi, les plus gros mythos de la terre, c'est là en tout cas où il y a une putain un concentré de mythos, c'est les arts martiaux, le milieu de la sécurité, tu vois. Donc garde du corps, portier, machin, c'est vraiment un ramassis de mythos. Et la self-défense. Alors la self-défense, je mets en dehors des arts martiaux, mais la self-défense, c'est, je pense, un des plus gros milieux de mythomanes que je connaisse, tu vois. Et en gros, ça fait facilement 15 ans que je rigole là-dessus sur mes réseaux, tu vois. Je rigole de la mythomanie ambiante dans ces milieux-là. Et au fur et à mesure, bon, j'ai sorti des termes comme mythojitsu, tu vois, qui est un mot japonisant
voilà, on devine ce que ça veut dire, mais c'est l'art martial du mensonge, tu vois. Et donc, je regroupe tous les mythos que je rencontre ou que je vois que sur les réseaux, je les mets dans le mytho Jitsu. Et la BAM, en fait, c'est une petite entité de mecs, parce que j'ai des potes qui sont comme moi, on est taquins, tu vois, donc on aime bien sortir sur les réseaux sociaux des petites vidéos de trucs hilarants, de mecs qui se prennent pour des Jason Bourne ou des John Wick, tu vois. Et donc, j'ai fait une petite brigade, j'ai inventé une petite brigade qui s'appelle la brigade anti-mytho. Donc, contraction la BAM. J'ai sorti un beau petit logo avec mon poteau Tony. Et, euh, et dès que j'ai sorti le logo et que j'ai communiqué là-dessus sur mes réseaux, j'ai vu qu'il y avait un engouement, tu vois, parce que bah, tout le monde est confronté à des mythos, tu vois. Et donc tout le monde me disait ouais, c'est quand tu sors le t-shirt, le sweat et tout ça. Donc on a commercialisé le t-shirt et le sweat et ça marche bien, tu vois. Bon, ça m'amuse fortement, tu vois. Ça m'amuse le fait qu'il y ait un engouement autour de la BAM. Et ça montre aussi on vit à une époque particulière où la mythomanie est omniprésente, mais absolument partout, dans tous les milieux. Alors moi, pour moi, il y a quand même une concentration dans certains milieux, mais en vrai, elle est partout. Il y a des mythomanes partout. Et même dans les relations interhumains, tu vois, entre mecs, il y a des mythos, tu vois, les mecs, c'est celui qui a la plus grosse. Homme-femme, bah les mecs pour se choper de la minette, ils sont capables de raconter tout et n'importe quoi pourvu qu'ils arrivent à tremper leur biscuit, tu vois. Et donc on est dans une époque quand même du paraître. Et donc parce qu'on est dans cette époque du paraître, il faut absolument enjoliver le truc. Et donc ça exacerbe les pulsions mythomanes de la plupart des humains, tu vois. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Je pense qu'on est, bah, on est dans la société du spectacle, quoi. Hein. Donc, en gros, les réseaux, ça c'est un des effets pervers des réseaux sociaux aussi. Hein. Et en parlant de réseaux sociaux, on va conclure sur le mytho des mythos, Yoann Delourne, Ouais, que vous avez pas mal descendu dans une émission de La Fine Équipe que j'ai bien appréciée, ouais, qui est lui un mytho, mais un mytho euh, malin, quoi. Tu vois, il sait bien, ouais. il vend bien Il la est mal, sauce. il est mal que je parle aussi d'un mytho ces dernières années. Je parlais de Gaëtan Lebris, qui est un autre type de mytho, tu vois. Mais lui, c'est tellement grossier, c'est tellement un golemon, tu vois, que Hmm. on voit bien que c'est un mytho, tu vois. Il faut pas être né de la dernière pluie euh, enfin, faut pas avoir fait Saint-Cyr Oui, oui. pour voir que le mec c'est un mythomane fini et qu'en plus de ça, il a des pathologies, tu vois. Mais le Jarl, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus crédible. Et donc, du coup, bah, et je pense qu'il a piqué beaucoup plus de gens, tu vois. Ah Il a ouais, ouais. sorti un livre, vraiment, c'est un best-seller. Alors, je me méfie quand même de ce qu'il raconte, mais je crois que son livre a bien marché. A priori, ouais. Et pourtant, c'est un mythomane fini. C'est le mec qui invente ouais 80% de ce qu'il raconte, c'est de Ouais, la mythomanie, tu vois. ouais. Mais en Et fait, et malheureusement, c'est un escroc et il a laissé pas mal de gens sur la paille. ouais, c'est ça qui est Donc grave, en fait. ouais, et c'est pour ça que je le dénonce aussi. C'est pas que parce que c'est un mytho, c'est parce que surtout il a escroqué des gens et il les a mis sur la paille, quoi. Ouais, en fait, on va conclure bientôt parce que ça fait 1 heure malgré tout. C'est qu'en fait, là, on rejoint le début d'autres discussions qui est fort intéressante. C'est qu'en fait, on est dans une époque où les gens attendent un homme providentiel. Ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, Bien sûr. ce Jarl, euh, il répond en fait, il coche les cases. Tu vois, c'est un Ouais, Français blanc
pour dire franchement les choses. Ouais, Hein. C'est un Français blanc qui est pas con. Il sait parler. C'est le self-made man, toi, un peu à l'américaine. Il est beau gosse, quoi. Il est pas laid. Il présente bien. Il sait parler. Et il a puis, des lunettes stylées. pardon. Il a des lunettes stylées. Oui, voilà. Non, mais c'est toi, mais ça fait partie du look. C'est vrai, c'est important, tu vois. Asselineau, il devrait se mettre des lunettes comme ça, tu vois. Euh, et, et, euh, et, euh, et en fait, c'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Ouais, ouais, Et ouais, là où tu vois que les gens sont cons, enfin cons, non, ils sont pas cons, ils sont faibles en fait. C'est qu'ils tombent dans le panneau, quoi. Parce que tout le ouais. monde tombe dans le panneau. Et pourtant, c'est pas compliqué d'aller chercher un peu sur Internet, de faire sa petite enquête, toi, et puis de voir, quoi. Moi, j'avais vu ça parce qu'en fait, enfin, Les gens, ils attendent tellement, comme tu dis, l'homme providence, le héros, tu vois, le Christ. Ils attendent tellement cette figure-là que ils vont pas chercher, ils vont pas gratter sous la surface ouais, parce ils ont envie d'y croire. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, en fait, parce qu'en gros, ça, c'est du vrai populisme, en fait. C'est ça le populisme. Hein. Ouais, On parle de populisme, de trucs, etc. Mais le populisme, c'est ça. C'est un mec, c'est un mec qui est moyen, somme toute moyen, mais suffisamment malin, qui donne une image, etc. Et ça, c'est dangereux parce que un mec comme ça, il est dangereux, toi. Il est capable de faire tout, n'importe quoi. C'est pas un mec tout à fait ça. branché, quoi. Bah écoute, je vais te laisser conclure. C'était très intéressant. En fait, t'as vachement de facettes parce que en réalité, t'es assez subtil dans ton analyse, dans tes pensées, dans tes trucs. Bon, je l'avais vu, hein, avec Frédéric et Daniel. Mais c'est vrai que euh, en parlant directement avec toi, c'est très intéressant. Et le truc du judo, ça c'est un truc à approfondir parce que c'est quand même assez particulier. C'est une histoire à bien expliquer parce que d'abord c'est un beau coup ce qu'ils ont fait, c'est quand même pas mal, toi. Ouais, C'est un ouais, ouais. truc balèze quoi pour moi. C'est assez intéressant. Je vais te laisser, je te laisse le mot de la conclusion, Cyril, si tu veux dire quelque chose. Merci déjà de m'avoir invité sur ton émission. J'ai bien aimé les questions. J'aime bien. J'ai l'impression que j'ai pas mal raconté la même chose, notamment sur mon parcours à moi, mon histoire à moi, mon enfance à moi. J'ai beaucoup répondu à des questions qui se ressemblaient les unes aux autres ces dernières années. Et là, c'était plaisant parce que j'avais des nouvelles questions, des trucs sur lesquels, en plus, des sujets assez importants, je pense. Tu vois, je pense que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le système politique, ça, c'est beaucoup plus intéressant que ma carrière à moi et ce que j'ai fait machin. Je pense que les gens malheureusement s'intéressent pas assez à la politique politique dans le vrai sens du terme, Oui, c'est-à-dire la vie de la cité. oui, Et si ils s'y intéressaient plus, bah il y aurait forcément il y aura une autre personne que Macron à la tête de la France. ouais. Ouais, bah écoute, c'est tout à fait. Je pense que t'as dit ce qu'il fallait dire. Il faut refaire de la politique, mais dans le bon sens du terme, pas de Ouais, l'apparat de politique profonde, parce qu'en fait, c'est la vie future de nos sociétés, quoi, tout simplement, et ouais. notre bien-être et notre bonheur. Cyril, merci beaucoup. Je te dis peut-être Merci à à une toi. prochaine fois. Et bah écoute, merci. Merci. Au revoir.